Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les Affaires de la Cité, votre émission mensuelle, a le plaisir de recevoir pour son 5e numéro Haïdar El Ali, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Notre invité est sans doute l'un des ministres qui font le plus de terrain à cause de son engagement militant depuis très longtemps pour la protection de la nature et des espèces qui y vivent. Haïdar El Ali aurait pu porter le surnom de commandant Cousteau sénégalais tellement il s'est rendu célèbre par ses plongées sous-marines avec ses équipes pour protéger les ressources halieutiques menacées par une exploitation sauvage. La mer, la nature, c'est sa vie. Et parlant de vie, triste souvenir de la mort, Haïdar El Ali n'avait pas hésité à vêtir sa tenue de plongeur pour aller porter secours au fond des eaux à d'éventuels survivants qui se battaient encore contre la mort lors du naufrage du tristement célèbre bateau le Joola dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Des images terribles qui l'ont marqué et qui le marqueront peut-être à jamais. De cette tragédie humaine, il garde encore un triste et révoltant souvenir. Aujourd'hui, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Haïdar El Ali est certainement avec un tel profil l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme on le dit. Haïdar, raconté par les siens, ses ports et traits signés Dieynaba Seydouba, les images de Massayer Ndiaye. Terre, mer, deux mots qui résument l'existence de Haïdar El Ali. Son amour pour la nature pousse même les oiseaux à lui renouveler une gratitude incommensurable. On a eu la chance, quand vous avez la chance d'être le fils d'un personnage aussi atypique, quelqu'un qui vraiment, autant dans sa jeunesse que maintenant, a fait des choses extraordinaires, tant sportivement que dans le développement durable, que dans l'environnement. Non, on ne peut être que fier. Et c'est tous les jours, je remercie le bon Dieu d'avoir eu cette chance quand même. Haïdar, un Sénégalais d'origine libanaise, un homme engagé pour la nature, l'écologisme, cette idéologie qu'il défend bec et ongle, une philosophie qui influe sur son cercle d'amis. Je me suis rendu compte aussi, en partie grâce à lui, de la force que pouvait avoir l'image en Afrique, et en particulier des séances de cinéma-débat auxquelles j'ai assisté dans les villages de Brousse avec les films qu'il avait tournés. C'est quelque chose qui, pour un Européen, est un moment absolument incroyable et un des moments les plus forts de ma carrière de photographe. Et donc, est entré en moi vraiment l'importance fondamentale de l'image en Afrique. Je suis un homme d'image, donc j'essaye de mettre mes images, pardon, pas la mienne, mes images à disposition de la défense de l'environnement. Et la défense de l'environnement, qui mieux que Ali Haïdar peut la représenter sur le littoral ouest africain. Quand on travaille comme moi et qu'on a travaillé pendant plusieurs dizaines d'années sur la défense du littoral, sur la défense de l'environnement, qu'on a témoigné par nos photos, et on en arrive au constat que la situation est quand même dramatique partout et de pire en pire, et que malgré le travail de beaucoup d'associations, de beaucoup de gens, de beaucoup d'ONG, malheureusement ça continue à empirer, et que l'on rencontre un homme qui arrive à faire bouger les lignes parce qu'il y met une force incroyable qui soulève des montagnes. Forcément, on est forcément à ses côtés. Ali Haïdar est décrit comme un être simple, réfléchi mais très exigeant. Il est raconté par un de ses fils. C'est quelqu'un qui est très simple dans sa vie. C'est quelqu'un vraiment qui n'ira pas dans un restaurant où il va payer plus de 10 000 francs. C'est quelqu'un qui vraiment... Le mot simple est super. Maintenant, simple ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'extrêmement avant-gardiste. C'est quelqu'un dans son comportement, même si c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps sans la clim, c'est quelqu'un qui est, comme je dis, avant-gardiste. C'est quelqu'un qui pense que la nature va apporter à l'homme tout ce que l'homme pourra lui donner. Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui a une vie extraordinaire, remplie de peine, de joie, de beaucoup de choses à la fois. Mais c'est vrai que sa vie n'a pas toujours été facile. Mon père est un homme de combat. C'est quelqu'un qui a besoin pas qui a besoin de combattre, mais que vous ne pouvez pas combattre et penser lui, il va reculer. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, je vais dire ça, je vais sortir ça, et puis il va reculer. Jamais, au contraire.
Ben, je repense au Djola, je repense, comme vous l'avez posé tout à l'heure, à la perte de son fils en mer. C'est quelque chose quand même que quand un père traverse ces moments-là, quand on va sur le Djola pour sortir 2000 corps et on plonge dans une atmosphère où il y a des corps partout, je pense qu'il y a très peu d'hommes, si ce n'était pas un athlète, qui pourrait supporter ça. Des fois, on est quand même... pas triste, mais bon, on est désolé qu'un homme comme ça, des fois, soit combattu par tout ce qui soit combattu alors qu'il fait des choses extraordinaires. Haïdar El Ali, ou Ali Haïdar si vous voulez, est un athlète. Le ministre de l'écologie et de la protection de la nature a été pendant sa jeunesse champion national de natation. Il a fait le tour du Sénégal à vélo et a nagé le Dakar-Hambourg. Né en 1953 à Louga, celui que l'on surnomme le commandant Cousteau du Sénégal est le président de la Fédération des partis écologistes et verts de l'Afrique de l'Ouest. Et il est l'un des 100 écologistes les plus influents de la planète. Le ministre de l'écologie est marié et père de 5 enfants. Le dernier-né s'appelle Madiba, le nom que porte le clan tribal de Nelson Mandela. Ali Haïdar, un raid dingue des profondeurs, une mère qui a pourtant emporté son fils aîné Mohamed El Ali. C'était un 20 juin 1993. Et depuis lors, Ali Haïdar ne s'en remet toujours pas. Merci à ce sympathique public qui assiste à cette émission, Les Affaires de la Cité. C'est l'occasion de préciser d'ailleurs que le public va également poser des questions à Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. On a tardé à vous saluer. Enfin, vous êtes là. Merci. Merci d'être venu à l'émission Les Affaires de la Cité. Haïdar Ali, hors de la nature, c'est comme vous êtes perdu. C'est ce qui ressort de ce portrait dressé par Dieynaba Seydouba. Effectivement, en réalité, je suis un homme assez simple, en fait, qui vit dans la nature, qui n'a pas besoin de grand-chose. Moi, je n'aime pas le luxe, je n'aime pas les choses qui brillent, qui font croire qu'on est dans un monde qui est différent, parce que je pense que, aussi haut que l'on soit assis, on est quand même assis sur ses fesses. Et je crois que le monde a besoin d'une réalité qui est en train d'échapper au monde. Parce que souvent les médias nous proposent des choses à travers la publicité dont on n'a pas réellement besoin. On ne nous pousse pas, par exemple, vers le consommer local, qui pourrait être une sortie de crise pour notre économie, parce qu'on importe trop de biens de consommation qui ne sont pas produits localement, ou de biens alimentaires, ce qui ne favorise pas la production agricole locale, etc. Donc moi, je milite vraiment, en faveur du consommer local, je milite en faveur d'un monde plus réel, plus porté sur la nature, plus porté sur la vérité. Mais cette nature ne vous a pas procuré que de la joie. Par exemple, cette plongée pour aller chercher ces corps coincés dans le bateau le Djola au fond des eaux. C'est aussi la perte de votre fils. Comment avez-vous pu vous ressaisir, vous relever après avoir vécu tant de tragédies? Je crois que quand on est généreux, et je crois que je suis quelqu'un de profondément généreux, quand on est généreux et qu'on est prêt à partager une partie de sa vie, qu'on est prêt à donner, ces choses, on les donne justement de la manière la plus généreuse. Le bateau le Djola, c'est un triste événement mondialement connu qui a fait 2000 morts, plus de 2000 morts peut-être, c'est vrai. Mais ce n'était que le 31e bateau sur lequel j'intervenais. 2 mois avant le bateau le Djola, des pêcheurs de la petite côte sur un chalutier, il y a eu 7 morts par 42 mètres de profondeur. Il a fallu les chercher pendant une dizaine de jours pour les sortir tous. Et 2 mois après le Djola, au port de Dakar, un autre chalutier s'est retourné avec 2 morts. Donc, en tant que plongeur, et du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités de plongée au Sénégal, en tant que plongeur compétent, puisque j'ai 12 000 plongées, donc ça donne de l'expérience, je crois que je devais aussi rendre service à ces gens qui étaient dans le besoin. Donc, à Soumbédioune, à Anne, je me souviens souvent de gens qui venaient voir. Et comme j'ai perdu mon fils,
Je connais la douleur que peut éprouver un père de famille, une mère de famille qui a perdu son fils et qui vient te demander de l'aide. Et donc, je n'hésite jamais. Alors, vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable depuis l'élection du président Macky Sall. Un sujet, un domaine que vous connaissez parce que vous êtes un militant de l'écologie. Quels sont les défis pour le Sénégal dans le domaine de l'environnement aujourd'hui? Bon, ils sont différents, on peut les classer. On peut dire que le défi écologique de la ville, Mbebes, les dépotoirs, le déchet plastique, les pollutions industrielles, les pollutions des voitures, le problème écologique de la ville est complètement différent de celui de la mer, donc de la gestion des ressources halieutiques, que de celui de la forêt, avec la salinisation des sols cultivables, avec l'avancée du désert, avec la disparition de beaucoup d'espèces animales aujourd'hui qui sont en train de disparaître et qui ne reviendront plus jamais. Donc c'est fini. Et je trouve que donc c'est différent. Quelles sont ces espèces animales qui ne reviendront plus jamais et qui vont nous manquer? Il y en a beaucoup, il y en a qui sont sur le point de disparaître. Bon, peut-être que si je dis le mammouth, tout le monde va savoir c'est quoi un mammouth qui a disparu. Il y en a plus sur la Terre, sur la planète. Il y a beaucoup d'espèces de poissons qu'on voyait avant à Saint-Louis, quand j'étais jeune. Je voyais des collines de ngot, donc le tassergal. Aujourd'hui, il y en a très peu. On voyait des montagnes de roure, donc le mérou noir des profondeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Avant, quand même. Vous savez, avant, on exportait le tiof en coupant la tête, le ventre et la queue. On n'exportait que le muscle du dos. Tellement il y en avait. Aujourd'hui, même le caca qui est dans son ventre, il est exporté. Ça vous situe bien le problème. Donc, beaucoup de ressources et d'espèces sont en train de disparaître. Je donne un autre exemple forestier. On avait dans les années 70, 350 éléphants dans le Nyokolokoba. Aujourd'hui, on en recense 3. L'élan de Derby, qui est un animal qui n'existe que 115 spécimens dans le monde. Les 15 sont au Mali, les 100 sont au Sénégal. Donc c'est sûr que cet animal, à terme, si on ne fait rien, il va disparaître. Donc il y a beaucoup d'espèces aussi au niveau de la faune, des arbres qui sont menacés. J'ai assisté à un symposium où on parlait du Deuterium senegalensis, le ditar. Dans les années 50, il y avait beaucoup de deutérium, d'arbres de ditar dans le Cap Vert. Le Cap Vert, son nom, Cap Vert. Qu'est-ce qui est vert aujourd'hui dans ce cap? Donc il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Et on voit même que la verte Casamance est menacée aujourd'hui. Mais des défis nombreux et variés. Par quel bout avez-vous pris les choses quand on vous a nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable? Vous n'étiez pas perdu, tellement peut-être envahi par des défis à relever? Pas perdu du tout. Envahi peut-être par le besoin de montrer, de faire. La priorité des priorités, quand on est arrivé au mois d'avril, la forêt était en train de brûler. Parce qu'au mois d'avril, il fait sec. Et partout sur la région de Casamance, de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou, de Tamba, jusqu'au poussé vers Kaffrine, en avril, il y a des feux de brousse. Et donc, on a pris les devants, on s'est battu. Ensuite, les défis, c'est qu'il faut reforester aussi. Il faut lutter contre le braconnage, lutter contre la dégradation, mais il faut travailler à reforester. Et pour reforester, la meilleure façon de reforester, je pense que c'est d'atteindre les populations, de leur expliquer l'intérêt de planter un arbre. Et je dis toujours que si nous, pères de famille, nous avions, par exemple, au moment de la naissance d'un enfant comme Madiba, vous avez raison, il a 4 mois aujourd'hui. Madiba Nelson Mandela. Si on plante 20 arbres pour cet enfant, imaginez-vous que quand il aura 20 ans, qu'il vous dira, papa, j'ai mon bac, je vais à l'université, tu lui diras, allons au village, j'avais planté 20 caïcédras pour toi. S'il les coupe, il a 10 millions de francs. Alors, la forêt, Ali Haïdar en parle beaucoup, ce qui va nous donner droit à un échange intéressant tout à l'heure entre le ministre et les exploitants forestiers. Il faut aussi saluer la présence des étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement et puis nos 2 confrères, Mam Ali Conté, géologue, géographe, aussi ancien volontaire des Nations Unies, et Papis Diao, rédacteur en chef chargé des questions environnementales de TFM, vont nous rejoindre à la fin de cette émission pour poser des questions. Le premier sujet dont on va parler, c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent.
Il s'agit de la pollution de l'air que nous respirons. Suivez ce reportage de Fatou Kinedem. Cette fumée, un danger permanent. Au poste Thiaroye, la pollution atmosphérique est manifeste. Les riverains déplorent. Même des fois, parfois, on utilise des masques pour se protéger de la pollution. Et avec les travaux qu'on mène ici, les embouteillages, cette zone est beaucoup plus polluée. Surtout sur rond-point, ça les a des problèmes. Vous voyez, cette rond-point, embouteillage, faut la pollution de l'air et le gasoil. Cette pollution inévitable met souvent en péril la santé des populations. C'est dur. Tu vois mon œil dans l'état qu'il est? C'est dû à la pollution. Mon médecin m'a demandé si là où je travaille est une zone polluée. Suite à des analyses, il m'a confirmé que mon œil est affecté par des bactéries. Donc les implications, elles sont énormes pour les personnes victimes de maladies respiratoires. Donc pendant les pics de pollution, ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles à la pollution de l'air. Le nombre de véhicules, certains types de moteurs sont en grande partie responsables de la pollution de l'air. On a plus de 200 000 véhicules dans la région de Dakar, avec des flux automobiles très importants, de l'ordre de 25 000 véhicules sur certains axes, comme la rocade Fann-Bel-Air par exemple. Sur certains ronds-points, on a des flux de 30 000, voire plus, véhicules par jour. On a beaucoup plus de véhicules de type diesel que de type essence, avec comme conséquence pour chaque type de véhicules des émissions sur certains polluants comme les BTX ou les oxydes d'azote. À cela s'ajoute l'âge avancé des véhicules en circulation, d'où la nécessité de revoir l'importation de ces véhicules. Les poids lourds qui entrent, ce sont des véhicules qui sont d'habitude très âgés, qui fonctionnent au diesel, qui émettent beaucoup de particules dans l'air. Il y a quelques lois qui existent déjà, notamment pour la limitation de l'importation des véhicules, pour ce qui concerne l'âge, mais cette loi ne touche pas les pièces détachées. Et donc voilà, vous voyez qu'on a une main-d'œuvre, notamment les mécaniciens qui sont très bien équipés pour pouvoir changer des moteurs. Et donc un véhicule qui est importé avec un âge de 8 ans peut se retrouver avec un moteur beaucoup plus vieux. Il faut voir une voiture qui est âgée de plus de 20 ans, que l'on retape, on refait la carrosserie, on laisse la voiture circuler. On ne se soucie même pas si la voiture est capable d'avoir une visite technique. Là, vraiment, c'est un point sensible, quoi. C'est là qu'il faut se poser la question. Moi, je crois qu'on ne respecte pas les visites techniques concernant les voitures. Il y a certains véhicules qui ne doivent plus circuler. Outre poste Thiaroye, croisement Cambérène, Patte d'Oie, Castor et le port autonome de Dakar font partie des zones les plus polluées de la capitale. Au sujet de Fatou Kinedem sur la pollution atmosphérique à Dakar, on va donner la parole à professeur Mor Ndiaye, pneumologue. Je sais que c'est une question qui vous préoccupe beaucoup. Commentaires après avoir regardé ce sujet, mais aussi des questions à Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci Mamoudou. Je suis sur ce plateau en ma qualité de président surtout de la Société sénégalaise de santé au travail et environnement et en tant qu'agrégé de santé au travail. Il est bien vrai que la pollution de l'air constitue une véritable préoccupation pour les médecins que nous sommes. Parce que vous savez que lorsqu'on a des pics de pollution, il y a beaucoup de maladies respiratoires qui rentrent dans des phases qu'on appelle des exacerbations. Un asthmatique qui n'avait pas de crise va rentrer en crise. Quelqu'un qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive va rentrer également en crise. Mais là où encore c'est plus dramatique, c'est lorsque c'est associé à la chaleur. Vous savez que lorsqu'il fait chaud, on a tendance à hyperventiler. Donc l'action chaleur
pollution atmosphérique va non seulement faire entrer beaucoup de polluants à l'intérieur de l'arbre respiratoire, mais également beaucoup d'allergènes. Parce que vous savez que notre environnement également est pollué par beaucoup d'allergènes respiratoires que nous respirons et qui sont pourvoyeuses de certaines maladies respiratoires connues. Donc, Dakar est une ville qui est polluée, mais à un certain niveau et à un certain degré de la journée. Vous savez, Dakar étant une presqu'île, c'est lorsque les pics de pollution sont surtout observés dans les zones où il y a de forts embouteillages et lorsqu'il n'y a pas l'air qui circule. Mais heureusement, ce qui fait que Dakar même est un peu encore une ville viable, c'est qu'on est une presqu'île. Donc le soir, il y a la brise maritime qui balaye. Heureusement cela. Heureusement qu'on a cet aspect de la chose. Voilà. Heureusement, il y a la brise maritime, mais comme l'a dit le professeur Mondia et monsieur le ministre, il y a de la pollution de l'air, il fait chaud, des facteurs réunis qui menacent gravement la santé publique. Est-ce que vous avez pris en main cette dimension qualité de l'air que nous respirons à Dakar et au Sénégal de manière générale? À la direction de l'environnement qui est rattachée au ministère de l'Environnement, il y a un service qualité de l'air qui est équipé d'antennes relais qui sont placées à Anne, au port, sur Thiaroye et sur le plateau et qui nous donnent des informations. Donc je confirme ce que le professeur a dit, surtout quand il n'y a pas d'air, qu'il fait chaud, les particules en suspension dans l'air. Les personnes, les vendeurs qui sont sur place dans ces zones où les voitures justement sont amenées à ralentir, donc les vendeurs peuvent accéder aux clients qui sont dans les voitures, c'est eux qui subissent le plus de conséquences. Mais il a aussi raison quand il dit que Dakar est une presqu'île qui est balayée par les alizés, qui est balayée par les vents marins et qui permet donc d'évacuer tout cela. Surtout quand on a la chance qu'il pleuve, bien sûr pas trop pour qu'il n'y ait pas d'inondation, mais quand on a la chance qu'il pleuve, donc les particules sont lessivées, elles tombent au sol. Et... Sauf qu'il pleut rarement quand même à Dakar. Oui, il pleut pas beaucoup. C'est pour ça que je dis quand on a la chance, il pleut pas beaucoup, mais c'est un problème. Et cette unité qualité de l'air fait un excellent travail. Nous essayons de donner ces informations. Mais qu'est-ce que cette unité dit aujourd'hui? Que il y a des pics, exactement comme l'a dit. C'est quoi l'état? Il y a des hauts et des bas. Parfois, on atteint des pics. Donc, quand il y a sur des sites où il y a beaucoup d'embouteillages, où l'air ne circule pas, effectivement, on peut atteindre des pics alarmants. Nous essayons aujourd'hui de donner ces informations à la météo pour que les populations puissent y accéder, exactement comme les météos sur les vents marins pour avertir les pêcheurs. Nous travaillons à cela, mais cette unité existe au Sénégal. Qualité de l'air, qui donne des informations. Toutes les semaines, nous avons des fiches qui nous parviennent pour nous donner. Il y a des pics, heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses, elles existent sur certains endroits. Alors, professeur, juste une dernière interpellation. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour des consultations parce que tout simplement, elles sont victimes de la pollution atmosphérique? Ça, c'est le quotidien de la plupart des médecins. Par exemple, je vous donne simplement l'exemple d'une société dont je vais taire le nom, qui était une société de fabrication de ciment. Vous savez qu'avant, quand vous passiez au niveau de cette zone, vous étiez frappé par le désert qu'il y avait là-bas. Mais depuis qu'ils ont changé les filtres et qu'il y a moins de pollution d'air, vous voyez, c'est en train d'être reverti. Je parie que c'est du côté de Rufisque. C'est bien ça. Enfin, moi, je ne vais pas m'avancer sur certains, à dire certains trucs, mais il faut saluer quand même l'effort qui a été fait au niveau de cette entreprise. Et vous savez, toutes les populations qui étaient environnantes à cette entreprise avaient des problèmes respiratoires. Et il y a eu même des tests qui ont été faits et qui ont prouvé que la prévalence des affections respiratoires dans cette zone était beaucoup plus élevée que par rapport à d'autres zones. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est souvent la pollution d'abord des automobiles, mais il y a également une autre pollution par rapport à tous ces feux qu'on allume n'importe où dans la région du Cap-Vert et qui vont participer à la biomasse. Ça, c'est encore un autre problème et M. le ministre va également en parler. Parce que nous, au niveau de la Société sénégalaise de santé au travail et environnement, notre préoccupation, moi, je compte surtout intervenir sur
le développement durable et la réponse des entreprises au développement durable. Vraiment, si je suis venu aujourd'hui à cette émission, c'était vraiment ça. Parce que on abordera ce sujet-là tout à l'heure. Monsieur le ministre, on va continuer toujours sur la pollution atmosphérique. J'imagine il y a plusieurs départements ministériels qui doivent intervenir. Si on prend les véhicules, il y a votre collègue des transports. Les conséquences de la santé, il y a votre collègue de la santé. Mais aussi, comme l'a dit Morgaï, ce n'est pas que la pollution par les véhicules, c'est toutes ces sociétés de cimenterie et autres industries qui dégagent des déchets qui sont dangereux pour la santé. Est-ce qu'il y a une collaboration entre ces différents départements ministériels pour faire face à la pollution atmosphérique? Tout à fait. Mais je voudrais revenir avec votre permission parce que il a parlé des cimenteries, c'est vrai. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il faut savoir qu'il y a des financements disponibles pour aider les sociétés à diminuer le taux de CO2 qu'ils évacuent dans l'air. D'ailleurs, c'est le cas qui a permis à la Socosim de réduire son émission de CO2 parce que justement, il a été aidé pour investir beaucoup pour capter ces particules par des filtres. Il est revenu aussi sur quelque chose de vrai, de très intéressant, ce sont ces pneus qu'on brûle le soir. Il y a une brigade urgence environnementale qui intervient, c'est le 12-21, si on appelle, et je les appelle souvent, parce que le métal qui est contenu dans ces pneus, quand on brûle ces pneus, on le vend. Parce que le métal a atteint des prix qui sont assez importants. Pourtant, ce pneu, quand il brûle, vous avez vu, il projette une quantité de fumée très importante. Et il y en a, hélas pour nous, beaucoup à Mbebes, qui est une vraie bombe écologique, parce que maintenant, entouré par les populations et les habitants qui ont aussi des problèmes d'intoxication pulmonaire, d'asthme et d'autres problèmes dont le professeur a parlé. Bon, c'est vrai, il y a un numéro urgence environnementale, il y a la brigade environnement qui intervient aussi, et il y a mes collègues, heureusement, de la santé et du transport qui jouent leur rôle. Mais c'est vrai que nous travaillons ensemble au moment des conseils et nous travaillons... Mais quand on augmente l'âge pour faire entrer les véhicules au Sénégal à 8 ans, c'est une menace pour l'environnement. Si on le voit comme ça, oui. Mais si on constate que nos cars rapides... Si on constate que nos cars rapides ont 60 ans et que le véhicule qui a 5 ans coûte trop cher, on ne peut pas l'importer. Si on le reprend sous cet angle, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, l'écologiste que je suis, parce que quand même, nos cars rapides, ils sont là depuis l'époque de l'indépendance. Et ils circulent. Parce qu'on change les moteurs, parce que nos mécaniciens sont performants. Et on s'est dit, si on recule l'âge... Parce que les pouvoirs publics aussi n'assument pas leurs responsabilités, tout simplement. Il faut le dire. Bon, je pense que c'est facile d'accuser le pouvoir public. Je crois que le pouvoir public, c'est d'abord nous tous là. Il y a des véhicules qu'on ne verrait jamais dans certains pays. Oui, parce qu'ils ne doivent plus circuler. Bon, il faut dire ça aux Gorgorlou qui comptent sur ça pour... Alors, une question de nos chers étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement sur ce sujet, pollution atmosphérique. Le micro aux étudiants. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Mamoudou Ibra Kane. Par rapport à la pollution, je pense qu'il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine et qui ont prouvé véritablement qu'il y a des menaces. Les chercheurs ont parlé, les autorités effectivement ont eu cette information-là. Je voudrais savoir s'il y a des dispositions prises pour la prise en compte véritablement de ces menaces-là au niveau du ministère de l'Environnement que pilote le ministre Haïdar. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut savoir et qui fonctionne aujourd'hui, ce sont les études d'impact sur l'environnement. Quand une société nouvelle s'installe, elle est obligée de faire une étude d'impact sur l'environnement qu'elle va causer. Mais ce n'est pas le cas pour les usines qui étaient là, en place, depuis les époques et qui se sont installées, telles que les ICS, la Sénélec qui est au Cap des Biches, la SAR et toutes ces industries, la Sonacost, qui sont de vieilles industries, ou comme celle que vous avez citée tout à l'heure, la Socosim, qui sont de vieilles industries. Mais les études d'impact aujourd'hui, dans la loi, sont obligatoires. Ouais. Maintenant, je crois qu'il est important quand même de souligner et que nous acceptions tous que c'est nous le Sénégal. Il ne faut pas reporter le problème vers d'autres. C'est notre comportement citoyen
C'est pour ça que quand nous avons organisé les journées éco-citoyennes, c'est pour amener le citoyen, lui, aujourd'hui, à avoir un comportement responsable vis-à-vis de son environnement proche, lui-même. Mais on ne peut pas, je pense, seulement dire c'est les autorités politiques. C'est un problème d'éducation, c'est un problème, en tout cas, urgent à régler. Moi, je suis d'accord parce qu'il y a trop d'asthme. Moi, mes 2 filles sont asthmatiques, donc je sais de quoi le professeur il parle. Quand il y a des pics, elles vont voir le docteur Ayad parce qu'elles sont en crise. Donc, on le vit, il y a de plus en plus de cas d'asthmatiques. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Donc, c'est du fait de la surproduction industrielle, du fait de la... et puis du fait de l'humanité qui augmente et tout ça. Mais la solution ne sera pas une solution baguette magique. Ce sera une solution d'éducation, une solution de comportement et une solution que nous trouverons et adopterons ensemble. Hein. Il ne faut pas croire que ça viendra d'un groupe ou de... Des études d'impact environnemental pour des industries qui s'installent, mais celles qui sont là doivent également être obligées à respecter les normes. C'est à ce niveau-là peut-être que c'est même encore plus délicat. Qu'est-ce qui est fait pour répondre justement à la préoccupation développement durable de professeur Mondiaï, par exemple? Il y a un gros financement qui a été mis en place par l'AFD. Et avec quasiment 0 taux d'intérêt pour inciter les industries, justement celles-là dont vous parlez, à revoir leurs émissions, à revoir la durabilité de leur production. Et le taux de prêt, il frise 0%, justement pour les amener à investir dans le développement durable. Ce financement, il est logé à la Société Générale. J'ai assisté personnellement à la réunion où l'AFD annonçait, et il y a des usines qui ont commencé à faire des emprunts à taux presque 0 pour investir dans le développement durable. Ça existe aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder ces images, Monsieur le Ministre. Il n'y a pas de commentaires parce qu'elles se passent de commentaires. C'est le péril des sachets plastiques à Dakar. Regardons ces images avec même des enfants qui jouent un peu autour. On voit partout à Dakar des sachets plastiques qui constituent une véritable menace aujourd'hui. Il existe un projet dans votre département, mais qui tarde encore à voir le jour pour éliminer même les déchets plastiques. C'était juste une illustration, on aura l'occasion d'y revenir. À côté de cela, il y a un reportage assez intéressant de Barkaba, qui était avec Pape Khalindiaï il n'y a pas longtemps, c'était au mois de décembre dernier, au Rwanda, à Kigali, qu'on pourrait nommer Kigali la ville propre. Et Kigali a réussi justement à vaincre les déchets plastiques. C'est un reportage de Barkaba Khalindiaï. Des policiers et des militaires omniprésents dans les rues. À Kigali, les autorités ne plaisantent pas avec la sécurité. La ville est devenue l'une des plus sûres d'Afrique, mais aussi l'une des plus propres. Pas une feuille ne traîne et impossible de voir des déchets plastiques encombrer les artères, comme on le voit souvent dans tant d'autres capitales africaines. Il n'y a pas d'autre secret. C'est principalement l'engagement des résidents de la ville de Kigali qui ont compris que être propre, c'est bon pour eux-mêmes, c'est pour leur bien-être. La propreté va de pair avec l'hygiène. Ce qui commence, c'est la mentalité elle-même, c'est cet esprit, cette culture. Et puis, quand vous avez ça, quand vous avez cette mentalité, ça influence votre comportement et les moyens. Vous en disposez, vous les trouvez sans devoir prendre des prêts. Nous avons une loi organique visant la conservation et la protection de l'environnement. Ou par exemple, dans notre pays, il est interdit l'usage des sachets de plastique, des sacs en plastique qui ne sont pas biodégradables. Cet environnement assaini est devenu un cadre attractif pour les investisseurs. Résultat, les chantiers poussent de partout. Pour les entrepreneurs locaux aussi, Kigali offre de réelles opportunités. À l'image de Meyer, patron d'une start-up spécialisée dans les nouvelles technologies.
À 28 ans, ce jeune homme très ambitieux emploie une trentaine de personnes et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'environ 85 millions de francs CFA. Côté médiatique, nous avons les sites web les plus visités dans le pays qui s'appelle Didier.com. On enregistre plus de 60 000 visites en une journée. On n'a pas vraiment investi grand-chose. On était à l'université, on n'avait pas d'argent. On a investi que notre temps et des savoir-faire. Et puis par après, on a commencé à se faire de l'argent d'une façon grandissante. Avec un taux de croissance de près de 8%, le Rwanda est résolument tourné vers l'avenir et se positionne clairement comme le nouveau Singapour de l'Afrique. Monsieur le ministre, ce reportage à Kigali, une ville propre, une ville verte, une ville sans déchets plastiques, tout le contraire de Dakar. Votre commentaire à la vue de ces images? Bon, je suis satisfait pour le Rwanda parce qu'ils ont su donc prendre les mesures, mais vous avez entendu l'intervenant, il a dit que c'est une affaire d'éco-citoyens. Ce sont les individus qui ont accepté. Qui parmi nous ici refuse le mousse plastique quand tu vas acheter quelque chose à la boutique du coin? On te le donne gratuitement. Qui le refuse réellement? Très peu de gens. Pourtant, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais par réflexe, vous le prenez. 5 mètres plus loin, il se déchire, vous le jetez dans la rue. Donc, je pense que si le Sénégal... Ce sachet ne devrait pas exister. Ce sachet en plastique. Réellement, oui, mais il est là. Alors, quel comportement nous avons avec lui? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une loi qui a été discutée avec les industriels d'abord, pendant 3 mois. Beaucoup de réunions avec les industriels pour les amener à accepter donc l'élimination de la gratuité du sac plastique, la fabrication d'un sac plastique avec un grammage égal ou supérieur à 30 microns. Le sac plastique qu'on voit circuler noir ou bleu, il est de 10 microns. Il est essentiellement importé de Chine d'ailleurs. Il est fabriqué aussi ici. Donc, et le fait d'interdire la gratuité et le fait d'interdire la production d'un sac inférieur à 30 microns va permettre justement au sac en papier d'être économiquement viable et donc d'émerger et de remplacer à terme le sac plastique. C'est le chemin que nous avons pris. Le projet de loi est déposé au niveau du secrétariat général du gouvernement, mais il y a beaucoup de lois qui attendent. Il y a la loi littorale, la loi sur le code forestier, et tous mes collègues des autres ministères ont leur propre loi. Donc je pense que très prochainement, cette loi va passer. Il n'y a pas de lobby tapis dans l'ombre qui font de la résistance pour ce qui concerne le projet d'interdiction des sachets plastiques non biodégradables? Bon, on en a rencontré, certes, parce qu'on a négocié dur avec les industriels. On en a rencontré parce qu'ils voulaient amener la production à 20 microns, mais on a tenu bon, on a discuté, on a expliqué, et on est tombé d'accord sur les 30 microns. Maintenant, tapis dans l'ombre pour l'intérêt de qui? Parce que la priorité, c'est quand même le Sénégal. La priorité, c'est qu'à l'entrée et à la sortie de nos villes, on ne voit plus ces spectacles désolants. Je crois qu'on va y arriver. Maintenant, quand la loi va passer... avec de l'autorité aussi. Bien sûr. Parce que quand on voit là, à Kigali, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans la rue. Bon, je pense que quand la loi va passer, il faudra qu'il soit porté par beaucoup de communication sur son utilité. Et ensuite, il faudra qu'on lance un projet Sénégal propre année 1. C'est sur cela qu'il faut insister. Une fois que le plastique est interdit, et que nous lancions tous ensemble sur le projet Sénégal propre année 1, et qu'à l'entrée et à la sortie de nos villes, nous ayons éradiqué tous ces sacs plastiques, puisqu'ils ne peuvent plus venir, puisqu'ils ne sont ni produits, ni offerts gratuitement, ils ne seront pas jetés, ils ne seront pas disponibles. À ce moment, nous pourrons penser, d'ici 2 ans peut-être, avec ce projet loi plastique, et ensuite le projet Sénégal propre année de référence, hein, peut-être qu'on y arrivera. Mais c'est une affaire de tous. Hein. Il ne faut pas croire que voilà, ça va tomber du gouvernement. Non, si la jeunesse sénégalaise n'a pas accepté ce combat, si les populations non ménagères qui vont dans le marché doivent refuser le sac plastique, avant elles allaient avec un panier. Pourquoi aujourd'hui tu achètes 100 francs de thé, 100 francs de sucre, on te le met dans un autre mousse plastique, alors que les deux sont déjà emballés? Moi, je le refuse toujours dans le magasin. Je dis toujours, je ne veux pas de sac plastique. Et d'ailleurs, je dis toujours que je ne veux consommer que local. C'est comme ça qu'on va s'en sortir.
Une question dans le public? Oui. Vous vous présentez. C'est Mamadou Mbodj de l'Association sénégalaise des Amis de la Nature. Oui, Mbodj. Merci Mamadou, merci Monsieur le ministre de nous avoir fait participer à ce débat. Je sais que l'environnement au Sénégal, c'est un problème. Monsieur le ministre, vous avez bien fait de le dire quand vous êtes arrivé, tout brûlé de partout. Ouais. Mais pour revenir sur les sachets de tout à l'heure, le Rwanda a réglé son problème de sachets. Le Niger vient de l'interdire. Et comme a dit Mamadou, il y a un problème de volonté politique qui se pose. Je crois que c'est vrai que nous, association de défense de l'environnement, nous avons notre part à jouer. Même si c'est le rôle régalien de l'État de régler ces questions-là, vous n'y arriverez jamais seul. Et c'est pourquoi, en tout cas, je peux parler au nom de beaucoup de structures au niveau national qui se battent depuis plus de 3 décennies à essayer de sensibiliser les populations sur les dangers des sachets. Il y a même un moment où on disait que les sachets noirs sont mauvais, les sachets blancs sont bons. C'est tous du pareil au même. Ils ont essayé de jouer sur les couleurs pour essayer de tromper les populations. Moi, je refuse tout le temps les sachets. Il y a des boutiques, quand je rentre, ils ont peur. Il dit, ah, le monsieur est arrivé, ne lui donnez pas. Et donc, je crois que c'est un combat de toutes les personnes. Mais l'État a également un rôle... Lire les sachets. 30 ou 20, ce n'est pas le débat, il faut l'interdire. Voilà pour ce que je voulais dire. Merci. Mbodj, réponse de monsieur le ministre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire le plastique. On ne peut pas interdire le plastique. Je crois que c'est utopique de penser qu'on peut interdire le plastique. Parce que chacun de nous ici, dans ses habits, dans ses chaussures, dans ses lunettes, dans son quotidien, utilise le plastique. Maintenant, le sachet plastique qui a un grammage... Monsieur le ministre. Ah, mais ce sachet, ce mousse plastique qui a un grammage de 10 microns, celui-là, mais le projet de loi, il est déposé sur le bureau et j'espère qu'il va très prochainement passer. Je dis simplement que quand il va passer, il faudra que nous le portions. Il y a un embouteillage de projets et de propositions de loi. Qu'est-ce qui se passe? Non, en réalité, les projets de loi sont circularisés et ils doivent aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. Donc, il a un long parcours à faire. Mais il est en train de suivre son chemin. J'espère que très prochainement, il va passer. Ce qu'il est important de souligner, c'est que quand cette loi va passer, il faudra que nous la portions comme notre bébé, que nous la défendions et que nous amenions tous les Sénégalais à l'accepter. À partir de là, il grandira avec nous et à partir de là, notre pays sera propre. Cher Gueye Denda, Mbodj, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours reprendre la parole. Cher Gueye Denda. Moi, je pense que il est très important que le militant que vous êtes, devenu décideur, puisse être un acteur clé des transformations sur les questions environnementales que nous attendons depuis tant d'années. L'environnement, c'est toujours un problème, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi une opportunité. Aujourd'hui, tout le monde parle d'économie verte. Tout le monde parle de possibilités de croissance économique nouvelle à partir de l'environnement et à partir d'une nouvelle volonté politique. On le voit à travers notre stratégie nationale de développement économique et social qui prend en charge la question des changements climatiques, de la résilience du Sénégal, les questions des villes, mais aussi les questions agricoles. Donc, faire de l'environnement un levier pour une transformation de l'économie. C'est quelque chose qui est possible et il est très important que le militant puis décideur que vous êtes puisse être un acteur de ce changement. Un autre élément qui me paraît important, c'est j'étais à Rio avec le président de la République et d'autres acteurs sur les questions de développement durable. Et il avait émis dans son discours un concept qui nous paraissait très important. C'est le concept de gouvernance environnementale ou bien de gouvernance verte. Tout le monde avait sursauté quand il a dit ça. Et depuis lors, moi, j'attends de voir dans quelle mesure cette gouvernance verte se traduit de manière transversale dans les politiques économiques et sociales au Sénégal. Et il est également très important de vous entendre là-dessus, de nous dire votre stratégie globale. Puisque tout à l'heure, on parlait d'environnement dans le domaine de la santé, dans le domaine et dans plusieurs autres domaines. Il est important de voir quelle est la stratégie de l'État de manière transversale. Très bien. Merci, cher Gueye. Question qui recoupe aussi celle de Mamadou Mbodj tout à l'heure.